Bonjour à tous, c'est Raphaël, élève avocat du site aide-etd.com. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur les modifications qui ont été opérées par les ordonnances Macron, c'est-à-dire les ordonnances du 22 septembre 2017, sur le droit du licenciement pour motif personnel et sur le droit du licenciement pour motif économique. Avant de commencer la vidéo, je voudrais faire quelques remarques rapidement. La première remarque, c'est pourquoi je fais une vidéo sur ce thème. Parce que je pense, et j'en mets même ma main coupée, qu'il va y avoir une question au CRFPA en droit social en 2018 sur le licenciement. À mon sens, c'est évident qu'il y aura au moins en partie une question là-dessus, que ça figurera en tout cas dans le barème de correction. Le droit du licenciement, enfin en pratique, les contentieux, la plupart des contentieux, c'est des contentieux qui portent sur la rupture du contrat de travail. Donc je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas une question là-dessus. Et en plus, quand on regarde le sujet qu'il y avait l'année dernière, c'est un sujet quand même qui tournait autour un peu des fondamentaux, je trouve, et ça serait parfait, je pense, pour un correcteur d'évaluer sur le licenciement. Il y a plein de petites nouveautés qui ont été ajoutées par les ordonnances Macron qu'il faut connaître. Et comme le CRFPA, ça joue souvent à 1 ou 2 points près, autant connaître les dernières nouveautés pour essayer de grappiller le plus de points possible. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que si vous préférez avoir le contenu de cette vidéo par écrit, c'est possible puisque j'ai rédigé une fiche qui va reprendre l'intégralité de la vidéo. Ça permet de réviser un peu plus vite. Si vous voulez cette fiche, il y a quelques conditions toutes simples. La première condition, c'est de s'abonner à la chaîne YouTube, d'aimer la vidéo, d'aimer la page Facebook. Vous m'envoyez un mail à l'adresse aide-etd@gmail.com et moi, je vous envoie la fiche. C'est aussi simple que ça. Pour cette vidéo, on va partir d'un plan de cas pratique qui, à mon sens, permet de résoudre n'importe quel cas pratique, n'importe quelle consultation qui va porter sur un licenciement. Que ce soit un licenciement pour motif personnel ou un licenciement pour motif économique. Ce plan, il est simple, c'est le suivant, c'est d'abord les conditions de la contestation du licenciement dans un premier temps et dans un deuxième temps, les effets du licenciement. Pour ce qui concerne les conditions, on va voir d'abord les conditions qui sont liées à la procédure au sens de la procédure civile. Donc c'est tout ce qui concerne la prescription, la compétence, etc. Ensuite, on s'intéresse aux conditions de forme du licenciement. Les conditions de forme du licenciement, c'est tout ce qui va concerner la procédure de licenciement, c'est-à-dire l'entretien préalable et la notification du licenciement. Ensuite, dans une troisième partie, dans les conditions, on peut voir le cas échéant, les conditions de preuve du licenciement. Ça renvoie, si vous avez une consultation ou un cas pratique, à tout ce qui est thème du contrôle de la discipline par l'employeur de l'activité des salariés. C'est tout ce qui va être contrôle de l'activité, comment est-ce qu'un employeur peut recueillir des éléments de preuve, comment il fait pour que cette preuve elle soit loyale et pas déloyale, pour qu'elle soit recevable et pour que le licenciement puisse avoir une cause réelle et sérieuse. Parce que si la preuve est déloyale, elle n'est pas recevable et dans ce cas-là, le licenciement qui aura pour base, pour fondement des éléments de preuve recueillis de manière déloyale n'aura pas de cause réelle et sérieuse. Mais il n'y a pas de modification là-dessus sur les ordonnances Macron, donc on ne va pas en parler. Et ensuite, la dernière partie pour les conditions, évidemment, c'est les conditions de fond. Pour les conditions de fond du licenciement, on distingue évidemment entre le licenciement pour motif personnel et le licenciement pour motif économique. Si on est dans le cadre d'un licenciement pour motif personnel, là ça va dépendre du licenciement. Évidemment, les conditions ne sont pas les mêmes si on se trouve dans un licenciement disciplinaire, par exemple pour faute grave, où il va falloir prouver la faute grave, ou si on se trouve dans un licenciement pour insuffisance professionnelle, etc. Pour le licenciement pour motif économique, il y a deux conditions à chaque fois à réunir. La première condition, c'est le motif qui va être tiré de la situation de l'entreprise, de la santé économique ou pas de l'entreprise. Il y a 4 causes. Et la deuxième condition, c'est ce qui concerne l'obligation de reclassement. Voilà pour ce qui est des conditions. Ensuite, pour les effets du licenciement, pour faire au plus simple, on va faire licenciement irrégulier, licenciement régulier, enfin licenciement fondé, licenciement sans cause réelle et sérieuse et licenciement nul. Il y a eu des modifications, on va les intégrer dans ce plan-là. Voilà, donc je pense qu'on peut commencer dès maintenant la vidéo. La première condition, donc on disait les conditions de la contestation du licenciement. Première condition, ce sont les conditions qui ont trait à la procédure au sens de la procédure civile. Là, il y a eu une modification assez importante qui devra figurer si vous avez un cas pratique sur le licenciement, c'est la question de la prescription. Avant la réforme, la prescription, l'action qui porte sur la rupture du contrat de travail se prescrivait par 2 ans. Désormais, cette prescription, elle se prescrit par 1 an. Première modification. La deuxième modification sur la prescription toujours, ça concerne le point de départ de la prescription. C'est le même article du Code du travail. Avant la réforme, la prescription avait pour point de départ, le point de départ du délai de prescription, c'était le jour
où le salarié a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits, lui permettant d'exercer son action. C'est ce qu'on appelle un point de départ flottant, dans le sens où on ne sait pas bien quand est-ce qu'il commence. En pratique, c'est source d'insécurité juridique et c'est pour ça que la réforme a modifié ce point. Désormais, le point de départ du délai de prescription, c'est tout simple, c'est la notification du licenciement. Donc pour ce point, s'il y a un cas pratique, une consultation sur ce point, il suffit de faire une ou deux phrases en disant voilà, la prescription elle est prévue par un article spécifique du Code du travail qui porte sur la rupture du contrat de travail. Cette prescription elle est de 1 an à compter de la notification du licenciement. Voilà pour ce qui est du point de la prescription. Ensuite, on peut voir les conditions de procédure, mais les conditions de forme plutôt du licenciement. Là, il y a eu des modifications, il y a eu deux modifications. Il y a une modification qui concerne la motivation de la lettre de licenciement, très importante, et deuxième modification un peu moins importante, mais qui pourrait figurer dans le cadre d'une consultation, c'est tout ce qui concerne les modèles de lettres de licenciement. Alors pour la première modification, la motivation de la lettre de licenciement. Il faut partir du début pour bien comprendre quelle est la modification. Le Code du travail prévoit, donc ça c'est la loi qui prévoit, le Code du travail prévoit que la lettre de licenciement doit énoncer le ou les motifs qui vont venir soutenir le licenciement, qui vont permettre de fonder le licenciement. C'est une obligation qui repose sur l'employeur. Ces motifs-là, le Code du travail précise qu'ils vont fixer les limites du litige. Petite parenthèse, quand on dit que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, ça signifie qu'elle fixe les limites du litige, mais uniquement à l'égard de l'employeur. Ça veut dire que si l'employeur se place par exemple sur le terrain de l'insuffisance professionnelle dans la lettre de licenciement, il ne pourra pas par la suite, dans le cadre du contentieux prud'homal, venir dire que le licenciement en réalité a une cause économique. Ce n'est pas possible. Il est fixé parce qu'il a écrit dans la lettre de licenciement. Mais ça ne signifie pas évidemment que le salarié, lui, est lié par la lettre de licenciement. Il va pouvoir démontrer que son licenciement repose sur une autre cause, comme par exemple une cause discriminatoire. De même, le juge va pouvoir disqualifier une faute. Par exemple, si la lettre de licenciement énonce une faute grave, le juge va pouvoir disqualifier cette faute en faute simple. En revanche, le juge ne pourra jamais aggraver la qualification de la faute. Voilà, petite parenthèse sur ce point. Donc, la lettre de licenciement fixe les limites du litige. Et le problème en fait, de cette solution, c'est que la Cour de cassation en avait tiré une conséquence. Elle disait que lorsque la lettre de licenciement était insuffisamment motivée, cette insuffisance de motivation équivalait à une absence de cause réelle et sérieuse. Ça signifie que pour un texte qui concernait finalement de la procédure, la lettre de licenciement c'était de la procédure, on en tirait les mêmes effets que pour des conditions de fond, c'est-à-dire que le licenciement était infondé, l'employeur était obligé de verser des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La modification, c'est la suivante. Désormais, le salarié va pouvoir demander à l'employeur de préciser les motifs dans la lettre de licenciement. C'est une possibilité qui est accordée au salarié et une possibilité qui est aussi accordée à l'employeur. Le salarié peut demander cette précision-là, mais il doit respecter plusieurs conditions. D'abord, la première condition, c'est qu'il y a des conditions de délai. C'est un délai de 15 jours. La deuxième condition, c'est des conditions de forme. Il faut le faire par lettre recommandée et l'autre possibilité, je crois que c'est un courrier remis en main propre contre décharge. Et puis, la troisième condition, en fait, qui tient à la condition posée par le texte, c'est que le salarié peut demander des précisions, mais il ne peut pas demander un ajout de motif. Il n'a pas d'intérêt à le faire, mais ça concerne surtout l'employeur. En fait, l'employeur devra préciser les motifs, mais il ne pourra pas ajouter un motif. Si l'employeur s'est placé sur le terrain de l'insuffisance professionnelle, il ne pourra pas aller sur le terrain disciplinaire, par exemple. Donc, c'est bien une précision. Alors, le problème de cette solution, c'est qu'on se dit, mais pourquoi le salarié, quel est l'intérêt du salarié à demander des précisions à l'employeur? Pour l'employeur, on peut comprendre, ça permet de préciser les limites du litige, de mieux expliquer pour éviter une insuffisance de motivation. Pour le salarié, en fait, l'intérêt, c'est que désormais, le même article prévoit que si le salarié ne fait pas cette demande, si par la suite, dans le cadre du contentieux prud'homal, la lettre de licenciement est insuffisamment motivée, dans ce cas-là, le salarié ne pourra demander au maximum qu'une indemnité égale à maximum 1 mois de salaire, c'est-à-dire en fait le même montant que la sanction d'une irrégularité de procédure. Donc, véritablement, le salarié a intérêt à demander des précisions, sinon il ne pourra pas se plaindre par la suite de l'insuffisance de motivation. Voilà pour ce qui concerne cette modification.
La deuxième modification qui concerne toujours les conditions de forme du licenciement, c'est que désormais, le Code du travail prévoit des modèles de lettres de licenciement. Il y a des modèles de lettres de licenciement presque pour tous les licenciements. La seule chose qu'il faut retenir là-dessus, c'est que voilà, si vous êtes dans le cadre d'une consultation, ça peut être bien de mettre une ou deux phrases en disant que désormais il y a des modèles qui sont prévus par le Code du travail. Il faut faire quand même attention avec ces modèles dans la mesure où ils sont la plupart du temps incomplets et qu'il va falloir les préciser. Et la seule conséquence qu'on pourrait en tirer dans une consultation, c'est on peut évoquer le fait que maintenant qu'il y a des modèles de lettres de licenciement, le contrôle du juge des motifs de la lettre de licenciement risque d'être encore plus poussé. Parce que ça pouvait arriver avant que les juges se contentent, par exemple, d'un licenciement pour insuffisance professionnelle, ils pouvaient considérer que c'était suffisamment motivé. Avec maintenant les modèles de lettres de licenciement, il se pourrait que les juges renforcent leur contrôle. Donc ça peut être bien de mettre une petite phrase dessus pour la consultation. On a vu les conditions de contestation, c'est-à-dire la prescription. On a vu ensuite les conditions de forme du licenciement. Maintenant, on va voir les conditions de fond du licenciement. Pour ce qui concerne les conditions de fond, ça concerne le licenciement pour motif économique. Là, on a eu quelques nouveautés. On ne va pas évoquer toutes les nouveautés parce qu'il y en a eu beaucoup, mais on va évoquer les principales pour permettre de les intégrer dans un cas pratique ou dans une consultation. Alors les modifications, elles ont porté sur les deux conditions qui permettent de fonder le licenciement économique que je disais en introduction. C'est-à-dire le motif, la première condition, c'est le motif tiré de la situation économique de l'entreprise. La deuxième condition, c'est l'obligation de reclassement. Pour ce qui concerne la première condition, la première modification, c'est que désormais, en fait, l'appréciation de la cause économique se fera au niveau national et non plus au niveau international. Ça signifie en fait que ça va être beaucoup plus facile pour un employeur de caractériser par exemple les difficultés économiques puisqu'on va prendre uniquement en compte les entreprises du groupe qui sont situées sur le territoire national. Donc en fait finalement ça permet en fait d'étendre le champ du licenciement pour motif économique et de le rendre accessible à plus d'entreprises parce que s'il avait fallu apprécier la cause économique sur toutes les entreprises du groupe dans plusieurs pays, ça aurait été beaucoup plus difficile de prouver par exemple les difficultés économiques. Voilà pour ce qui est de la première modification qui porte sur la première condition. Pour la deuxième condition, c'est-à-dire pour l'obligation de reclassement, là aussi il y a eu des modifications. La première modification qu'on peut souligner, c'est que désormais l'obligation de reclassement, le reclassement des salariés sur un poste devra se faire sur les entreprises, pour les entreprises du groupe qui sont situées uniquement sur le territoire national. Ça, c'est une nouveauté. Ça permet en fait à l'employeur, pour ce qui concerne la recherche du reclassement, d'éviter d'aller chercher des postes, par exemple dans des pays autres qu'en France, qui en pratique n'intéressaient pas forcément les salariés. Donc l'employeur va pouvoir se concentrer uniquement sur les postes disponibles en France et proposer ces postes-là. Et la deuxième modification, enfin ce n'est pas vraiment une modification, on va dire c'est plus une précision. Le Code du travail prévoit désormais que le groupe de reclassement dans lequel va pouvoir s'effectuer le reclassement des salariés, il est désormais défini par le Code du travail. Ce groupe-là, on nous dit qu'il est défini par renvoi aux articles du Code de commerce. Les articles du Code de commerce prévoient plusieurs critères. Donc, c'est des critères qui tiennent aux liens capitalistiques, etc. pour permettre de qualifier une entreprise dominante et les entreprises dominées. Une fois qu'on a qualifié ce groupe dans une première étape, ensuite, on regarde dans les entreprises qui vont permettre une permutation du personnel. C'est l'article du Code du travail qui prévoit ça. Et pour la permutation du personnel, on a plusieurs critères. C'est la complémentarité des activités, par exemple, etc., etc. Il y a 3 critères, donc ça, il faut aller voir l'article. En fait, ça n'a pas changé par rapport à avant, mais désormais, c'est prévu par l'article et ça permet de déterminer le groupe de reclassement. Et il faut déterminer le groupe de reclassement pour savoir dans quelle société chercher les postes. Et ça permet, à la fin, de valider son obligation de reclassement et donc ça permet de fonder le licenciement. Voilà pour ce qui est des conditions du licenciement pour motif économique. Ensuite, une fois qu'on a vu toutes les conditions, maintenant on va voir les effets du licenciement. Alors pour les effets, on va partir par exemple du licenciement régulier, licenciement fondé. Vous savez que même pour un licenciement fondé, il y a
une indemnité qui est due en tout état de cause, c'est l'indemnité légale de licenciement qui ne sera pas due en cas de faute grave ou faute lourde. Mais sinon, l'indemnité va être due. Cette indemnité, avant, elle était subordonnée à une condition d'ancienneté de 12 mois dans l'entreprise. Maintenant, la condition d'ancienneté est seulement de 8 mois. Donc, il y a eu un abaissement de l'ancienneté, donc ça étend le champ de l'indemnité légale de licenciement. Par ailleurs, en plus d'étendre le champ de l'indemnité légale de licenciement, on a augmenté les montants de l'indemnité légale de licenciement. Avant la réforme, c'était 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté. Et puis ça augmentait après 10 ans d'ancienneté. Désormais, avec la réforme, ça sera 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté. Ce qui signifie en fait que sur un salaire par exemple à 2 000 euros, quelqu'un qui est resté 10 ans, donc 1/4 de 2 000, si je ne dis pas de bêtises, c'est 500 euros. 500 euros x 10, ça fait 5 000 euros d'indemnité. Alors qu'avant, sur 10 ans, il fallait compter 1/5, donc vous voyez qu'il y a eu quand même une augmentation du montant de l'indemnité légale de licenciement. Là encore, dans le cadre d'une consultation, ça peut être bien de mettre une phrase pour expliquer voilà, que les conditions ont changé, les conditions d'ancienneté, et que le montant a été réévalué, que désormais c'est 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté. Voilà pour l'indemnité légale de licenciement. Ensuite, maintenant, pour ce qui concerne le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Là, c'est assez important parce que si vous avez un cas pratique qui porte sur le licenciement, vous aurez toujours besoin d'évoquer les indemnités que l'employeur va devoir accorder aux salariés. Et si c'est un licenciement sans cause réelle et sérieuse, un correcteur ne pardonnera jamais le fait que vous ne soyez pas à jour sur ce point-là, puisque c'est le point de la réforme qu'on a le plus entendu parler dans les médias, etc. Donc, il faut le connaître. La situation avant la réforme était la suivante. Le Code du travail distinguait entre deux situations. Soit le salarié avait au moins 2 ans d'ancienneté et était dans une entreprise d'au moins 11 salariés. Dans ce cas-là, il avait droit à une indemnité égale au minimum aux 6 derniers mois de salaire. Soit il ne remplissait pas ces deux conditions, c'est-à-dire qu'il était dans une entreprise de moins de 11 salariés ou alors il avait moins de 2 ans d'ancienneté. Et dans ce cas-là, il avait droit à une indemnité qui correspondait à son préjudice subi. On distinguait les deux hypothèses. Maintenant, avec la réforme, on a encore deux hypothèses. Avec la réforme, la première hypothèse, c'est les salariés qui sont dans une entreprise de moins de 11 salariés. Deuxième hypothèse, les salariés qui sont dans une entreprise de plus de 11 salariés. On a un tableau pour la première hypothèse, un tableau pour la deuxième hypothèse. Pour la première hypothèse, le tableau, c'est-à-dire pour les salariés qui sont dans une entreprise de plus de 11 salariés, on a un tableau qui va prévoir une indemnité minimale, une indemnité maximale et l'année d'ancienneté. Donc par exemple, pour 1 an d'ancienneté, on va avoir une indemnité minimale, une indemnité maximale. Le juge ne pourra pas aller au-delà, ce qu'on appelle le plafonnement des indemnités, de l'indemnité maximale. Pour l'autre hypothèse, on a seulement une indemnité minimale qui est prévue, c'est-à-dire pour les entreprises de moins de 11 salariés. Voilà pour le changement, donc c'est tout simple. Si on est dans le cadre d'une consultation, il faut l'expliquer comme ça. Et en fonction de l'ancienneté du salarié, on dit que le juge sera limité entre le montant minimal et le montant maximal. Voilà pour ce qui concerne le licenciement fondé. Ensuite, pour ce qui concerne maintenant le licenciement irrégulier. Alors, il y a deux modifications. Il y en a une dont on a déjà parlé. C'est pour ce qui concerne l'insuffisance de la lettre de motivation. Donc, désormais, si le salarié a fait une demande à l'employeur pour modifier les motifs présents dans la lettre de licenciement, si la lettre de licenciement est insuffisamment justifiée, ça ne pourra permettre au salarié que de demander une indemnité qui est égale à maximum 1 mois de salaire. Première nouveauté, ce qu'il faut comprendre par contre comme subtilité avec ce texte-là, c'est que si vous avez une absence de motivation ou alors que l'employeur a refusé de répondre à la demande de précision, dans ce cas-là, il y aura vraisemblablement encore un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour ce qui concerne la deuxième modification sur le licenciement irrégulier, c'est ce qui concerne les procédures, on appelle les procédures conventionnelles de licenciement. En fait, parfois, il peut y avoir une source de droit du travail, donc une source professionnelle, un engagement unilatéral, le règlement intérieur, une convention collective, une source professionnelle qui va prévoir des garanties supplémentaires pour ce qui concerne la procédure de licenciement. Et notamment une consultation préalable, c'est-à-dire un organe qui va donner un avis sur les licenciements avant de licencier. La Cour de cassation, avant, considérait que lorsqu'il y avait une telle procédure qui était mise en place,
ça constituait une procédure de consultation préalable, ça constituait une garantie de fond. Et la violation de cette garantie de fond avait pour effet de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Désormais, on a un article qui nous dit que lorsqu'il y a une violation de cette obligation de consultation préalable, dans ce cas-là, le salarié ne pourra prétendre au maximum qu'à une indemnité égale à maximum 1 mois de salaire. Alors là, j'en ai discuté avec un ami, on m'avait posé des questions, savoir est-ce que ça signifie en fait que maintenant, ces procédures-là de consultation préalable, est-ce que ce sont toujours des garanties de fonds ou pas? Pour ce qui concerne la qualification garantie de fonds, il n'y a pas vraiment de précision puisque le texte ne nous le dit pas. En tout cas, ce que nous dit le texte, et ça c'est sûr, c'est qu'il nous dit que l'absence de consultation préalable, lorsque c'est prévu, ça va produire les mêmes effets qu'une irrégularité de procédure. Donc soit on peut considérer que ce n'est plus une garantie de fonds, soit on considère que c'est encore une garantie de fonds, mais dont le régime est particulier puisqu'il est prévu par le Code du travail qu'il ne pourra pas donner lieu aux mêmes indemnités qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'on va s'aligner sur le régime des irrégularités de procédure. Voilà pour ce point. Ensuite, le dernier point, c'est les effets du licenciement nul. Là aussi, il y a eu des modifications. En fait, le Code du travail prévoit désormais les causes de licenciement nul. Il y avait déjà des causes qui étaient prévues par le Code du travail et il y a toujours les mêmes, mais on a un article qui nous dit les causes de licenciement nul sont de deux types. Elles sont d'abord lorsque un texte prévoit expressément la nullité d'un licenciement, et ça concerne tout ce qui est harcèlement moral, discrimination, etc., etc. Donc ces textes-là permettent d'obtenir la nullité du licenciement. Et la deuxième situation, c'est lorsqu'il y a une violation d'une liberté fondamentale d'un salarié. Deux situations qui permettent d'obtenir la nullité du licenciement. Il y a également une autre modification qui concerne ce qu'on appelait avant, c'était une jurisprudence en fait, qui concernait lorsque la lettre de licenciement prévoyait dans son contenu des motifs, et parmi ces motifs, il pouvait y avoir des motifs qui permettaient de fonder le licenciement. Mais parmi ces motifs, il y a aussi un motif qui va rendre le licenciement nul, un motif discriminatoire par exemple. Vous avez dans la lettre de licenciement, l'employeur vous dit qu'il le licencie parce qu'il a mis un coup de tête à un autre salarié, donc par exemple il le licencie pour faute grave, ok, et il le licencie aussi parce que de toute façon il est trop âgé. Bon, je prends un exemple caricatural, mais il est trop âgé, discrimination fondée sur l'âge. À l'intérieur de cette lettre de licenciement, vous avez donc un motif illicite et vous avez un motif qui est valable. Avant, la jurisprudence considérait que lorsqu'il y a un motif illicite dans la lettre de licenciement, le juge ne peut pas apprécier les autres motifs de la lettre de licenciement pour permettre au licenciement d'avoir une cause réelle et sérieuse. Le licenciement est nul, point final. Désormais, on a un article qui est un peu particulier et qui nous dit que, en fait, lorsqu'il y a un motif illicite qui est évoqué dans la lettre de licenciement, ça pourra permettre, le cas échéant, d'obtenir la nullité par un juge. Donc ça, c'est toujours possible. Ça permettra d'obtenir toujours 6 mois de salaire pour licenciement illicite. Mais l'article nous dit que le juge doit tenir compte des autres motifs de la lettre de licenciement, le cas échéant pour tenir compte de l'évaluation de l'indemnité qui sera versée au salarié. Le texte rajoute sans préjudice de l'article, etc. C'est l'article qui prévoit la nullité du licenciement et notamment l'indemnité de 6 mois. Mais ça veut dire que désormais le juge va devoir regarder les autres motifs pour évaluer l'indemnité à accorder au salarié. Donc l'indemnité est de minimum 6 mois, mais elle pouvait aller bien au-delà. Et le juge va devoir tenir compte des autres motifs, donc si ça permet de fonder le licenciement, pour finalement réduire cette indemnité. Voilà ce que dit cet article. Voilà, je crois qu'on a fait le tour sur toutes les modifications. J'espère que j'ai été clair. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou même vous pouvez m'écrire un mail. Si vous voulez la fiche qui retranscrit l'intégralité de la vidéo, je vous rappelle, il y a juste à s'abonner à la chaîne, mettre un petit like. De toute façon, un petit like, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de suivre la page Facebook. Vous m'envoyez un mail à edotd@gmail.com. Je vous renvoie le PDF vite fait. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bon courage vraiment pour tous ceux qui passent le CRFPA cette année. N'oubliez pas que ça se joue parfois un poil de cul, ça se joue juste à un point. Donc ça peut toujours être bien de revoir comme ça les dernières nouveautés. Mais bon, il faut y aller avec de la confiance, se dire que de toute façon on va le réussir. Il faut y aller vraiment avec un état d'esprit de gagnant parce que si on y va en se disant je ne vais pas le réussir, vous n'allez pas le réussir. Donc voilà, bon courage pour vos révisions. Bye.